Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble cette nouvelle proposition de loi sur l'écriture inclusive. Ce mois-ci, on va parler de la laïcité. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Ce mois-ci, une auditrice et un auditeur m'ont suggéré des sujets pour cette newsletter. L'une m'a proposé la crise migratoire en Europe, qui est plutôt en réalité une crise de l'accueil des migrants hommes-femmes, et l'autre, la violence, comment se fait-il qu'il y ait autant d'assassinats de profs en ce moment en France. Les deux sujets sont très intéressants, et je vous remercie de me faire des propositions, mais j'ai pensé que nous arriverions probablement au même passage obligé, définir ce qu'est la laïcité. Vous verrez que ce mot valise, si on parvient à lui donner un sens précis, nous éclairera sur ces deux thèmes en même temps. Pour résumer, le terme de laïcité apparaît entre 1860 et 1870, dans la seconde moitié d'un siècle marqué par un long combat ayant pour enjeu l'éducation des jeunes Français. On tente de répondre à cette question. Qui, du maître non confessionnel, le laïcus, ou de l'ecclésiastique, le cléricus, a la plus grande légitimité pour exercer une action éducative? Avec la Troisième République, ce combat devient celui de l'État, républicain, contre l'Église, catholique, mais toujours avec pour enjeu premier l'occupation du champ de l'éducation scolaire. Les réformes de Jules Ferry instaurent une seule école publique pour réunir tous les enfants et suppriment l'enseignement religieux. La question de la laïcité s'est donc construite en lien avec l'école. Avec la loi de 1905, cette laïcisation déborde le problème de l'enseignement puisqu'elle tranche, en fait, des rapports entre l'État, les individus et les cultes. Au cours du XXe siècle, ce sujet de la laïcité s'est porté sur l'islam. En cause, l'idée que l'islam ne serait pas compatible avec cette valeur fondamentale de la République, parce que l'islam serait une religion politique et englobante. Au programme de cette newsletter, donc, on verra d'abord comment définir la laïcité, on fera ensuite une brève histoire de la laïcité en France, puis le mythe de l'exception française, le problème de l'islam et les dérives racistes, la laïcité à l'école, et on finira par une sorte de manifeste pour un nouveau contrat social. D'abord, comment définir la laïcité? La sociologue Laurence Kaufmann appelle concept sociopolitique ces entités dépourvues de référents physiques, qui ont besoin du langage pour devenir complètement intelligibles. Peuple, nation, liberté, opinion publique, république, laïcité. Ces concepts sont en réalité de pure fiction, mais nous les percevons comme tout à fait objectifs, malgré le fait que leur définition est extrêmement variable et ne repose sur aucune perception concrète. S'ils sont revendiqués comme des valeurs cardinales de la société française par l'ensemble de la classe politique, le sens qu'on leur attribue dépend largement des débats publics et de leur qualité. Mais ce consensus apparent se fissure dès qu'il s'agit de préciser la réalité sociale désignée par ces termes très polysémiques. Pour Zemmour, par exemple, le voile islamique, c'est le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est le devoir de discrétion dans les lieux publics. Pour Mélenchon, la laïcité n'a jamais été un athéisme d'État. Pour Macron, la laïcité est un combat explicite contre le séparatisme et le radicalisme religieux. Et pour Pécresse aussi, la laïcité s'inscrit dans des enjeux sécuritaires. Pour une personnalité politique, on voit bien l'énorme enjeu communicationnel qu'il y a à installer
redéfinir ou discuter des concepts sociopolitiques, dans le but de faire prévaloir sa vision du monde. Très souvent débattu, le terme laïcité semble disposer d'autant de référents que d'idéologies, et c'est sûrement la raison pour laquelle il apparaît souvent dans des tentatives de définition. Son potentiel polémique découle donc à la fois de sa position structurante dans le récit national et de son flou sémantique. D'où la nécessité de comprendre et définir ce terme, dans une visée d'autodéfense intellectuelle. Chaque 9 décembre, depuis 3 ans, nous fêtons la journée de la laïcité à l'école, dans le cadre de la célébration des rites républicains. Cette date du 9 décembre fait référence à la loi de séparation des églises et de l'État par le président de la République en 1905. D'ailleurs, quand on parle de laïcité, on se réfère toujours à cette fameuse loi de 1905. Mais que dit-elle exactement ? Je vous propose de lire ces 2 premiers articles qui sont très significatifs. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Alors, article 1, la loi de 1905 dit « liberté ». La loi de séparation s'ouvre sur l'affirmation d'un principe inhérent aux droits de l'homme, la liberté de conscience. La liberté de conscience englobe la liberté religieuse, qui implique la liberté de pratiquer sa foi. Ce premier article concerne donc les citoyens, à qui il garantit cette liberté, ainsi reconnue comme fondamentale. Et dans le même mouvement, il distingue et garantit également le libre exercice des cultes. Article 2, la loi de 1905 dit « neutralité et égalité ». L'article 2 de la loi énonce « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». En réalité, 2 principes exprimés négativement sont posés ici, celui de la non-reconnaissance officielle des cultes et celui de leur non-subventionnement. Là, ça concerne plutôt le rapport État-culte, et ce n'est à proprement parler qu'une condition de possibilité de la liberté de conscience accordée aux citoyens par l'article 1. Le citoyen étant libre d'adopter éventuellement une religion, l'État les reconnaît toutes, sans se mêler d'aucune. Ici se forge donc la neutralité de l'État à l'égard des cultes, constitutive juridiquement de la laïcité, et leur égalité aux yeux de l'État. Aucun culte ne fait l'objet d'un traitement particulier, de sorte que la loi de 1905 réalise un double mouvement aboutissant à un chacun chez soi. Les églises sortent de l'État, le culte perd sa qualité de service public, et l'État sort des églises, elles retrouvent ainsi une liberté touchant à leur organisation et fonctionnement. La loi de 1905 exprime donc que la laïcité est la séparation des églises et de l'État. C'est une bonne définition, mais elle n'est pas suffisante pour définir précisément tout ce qu'est la laïcité. D'ailleurs, on remarque que le terme laïcité est absent de cette loi, comme il a été absent des débats qui l'ont précédé. Et puis, on remarque surtout que la loi de 1905 n'est qu'une loi finalement, et rien de plus. Grande, cependant, par les principes qu'elle renferme. La liberté de conscience et sa déclinaison en liberté religieuse et d'exercice des cultes, et la non-reconnaissance officielle des cultes prolongée par leur non-financement.
Alors, bon, cette définition n'est pas suffisante pour exprimer tout ce qu'est la laïcité, mais elle nous offre néanmoins un prisme de lecture suffisant pour comprendre que cette célébration d'Hanouka à l'Élysée en 2023 est une violation flagrante de la laïcité. Allons plus loin et tentons de donner un sens précis au terme de laïcité. Il revient à la Constitution du 27 octobre 1946, fondant la 4e République, d'inscrire la laïcité parmi les normes suprêmes de notre système juridique. Pourquoi ne pas choisir cette date pour célébrer la fête de la laïcité à l'école, me direz-vous? Parce qu'il est plus facile de commémorer une grande loi de la République, au risque d'une totémisation abusive, plutôt qu'une constitution sur les décombres desquelles est née notre 5e République. Et puis, la mobilisation autour d'un concept comme la laïcité est sans doute moins risquée que le rappel d'autres caractères de la République, qui est aussi démocratique et sociale. Bref, dans son acception large, ce terme de laïcité renvoie à la fois à un idéal de vie en commun, à un principe d'organisation politique et à une philosophie. Selon la définition du philosophe Henri Peña-Ruiz, la laïcité, comme idéal de vie en commun, est un idéal positif de coexistence pacifique au sein d'une même nation, d'êtres humains ayant des options spirituelles, des opinions et des convictions différentes. On pourrait donc parler d'une conviction laïque, transcendant et sauvegardant toutes les autres. Les êtres humains vont et doivent pouvoir vivre ensemble malgré leurs différences. Comme principe d'organisation politique, la laïcité affirme la nécessité d'une distinction entre les lois, au niveau de l'État, et les croyances, au niveau spirituel et religieux, ce qui se traduit par la séparation de la société civile et de la société religieuse. L'État ne doit exercer aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Et comme philosophie, la laïcité affirme la valeur première, non pas de l'État, mais de chaque personne, caractérisée par sa liberté de conscience, et donc par ce que l'on pourrait désigner comme sa liberté de distanciation à l'égard de toute appartenance identitaire. C'est en somme la liberté d'exercer une pensée critique. C'est pourquoi, disait Spinoza, la fin dernière de l'État n'est pas la domination des individus, mais en réalité leur liberté, en particulier leur droit naturel d'exister et d'agir. La laïcité crée donc les conditions favorables pour l'égalité de toutes et tous, croyants, athées ou agnostiques, et la delphité qui en découle au sein de la République. À partir de cette affirmation de la valeur suprême de la personne humaine, libre en sa conscience, peut émerger un noyau dur de principes constitutifs de l'idéal laïque. Toutes et tous établissent une hiérarchie dans les règles et les comportements, en disant ce qui prévaut. La cité terrestre prévaut sur la cité divine, la liberté individuelle de conscience prévaut sur les dogmes religieux, la loi républicaine prévaut sur les règles communautaires ou religieuses, et l'individu libre en conscience prévaut sur chacune de ses appartenances sociales ou identitaires. On a dit qu'au sens de la loi de 1905, la laïcité est la séparation de l'Église et de l'État. Pour raconter l'histoire de la laïcité, nous pourrions remonter jusqu'au baptême de Clovis en 498, car il a été le premier roi franc à se convertir au christianisme, et cet événement marque le début d'une alliance entre le pouvoir royal et l'Église. Ce compromis entre le pouvoir temporel, le pouvoir royal, et le pouvoir spirituel, celui de l'Église, va être renforcé par l'éclatement de l'Empire de Charlemagne en 843. Le royaume est divisé en 3, et c'est l'Église catholique qui va être la seule colonne vertébrale pour la société féodale divisée. À ce moment-là, l'Église catholique s'impose notamment comme une très importante opératrice des services publics locaux. Elle investit, ordonne, spécule et exploite. Cette montée en puissance de l'Église suscite l'irritation de la monarchie, et en 1309,
le roi Philippe le Bel prend une décision audacieuse pour rétablir l'ordre. Il installe le pape à Avignon. Cette décision ne signifie pas vraiment la séparation de l'Église et de l'État, mais plutôt une tentative de la monarchie de réduire l'influence papale dans les affaires intérieures françaises et réaffirmer son autorité sur les questions religieuses. Cette époque est aussi marquée par des épisodes sombres, comme la répression des Cathares, un groupe religieux hétérodoxe. Cette violence était motivée à la fois par la détestation religieuse et par des considérations politiques visant à consolider le contrôle sur le comté de Toulouse. En 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther prend sa plume et martèle ses 95 thèses sur les portes de l'église de la Toussaint à Wittenberg. Ces thèses étaient une critique virulente des pratiques de l'Église catholique romaine, en particulier du commerce des indulgences. L'impact de ces thèses est immense. Elles ouvrent la porte à un schisme, avec le début de la réforme protestante, une rupture significative avec l'Église dominante, la progression rapide du protestantisme et un génocide oublié, celui de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Ce jour-là, des milliers de protestants sont massacrés dans tout le pays. L'un des survivants de ce massacre, le futur roi Henri IV, proclame, le moment venu, l'édit de Nantes en 1598. Cet édit accorde une tolérance religieuse aux protestants, reconnaissant leur droit de pratiquer leur foi. Mais l'apaisement de cette coexistence religieuse ne sera qu'éphémère, puisqu'en 1685, son petit-fils Louis XIV, le roi Soleil, révoque l'édit de Nantes. Cette révocation marque la fin de la tolérance religieuse en France, forçant de nombreux protestants à l'exil et contribuant à l'affaiblissement du royaume. En fait, c'est la Révolution française qui impose la première rupture avec l'Église catholique, en inscrivant dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 « Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Depuis les grandes jacqueries de 1348, le peuple brûle parfois quelques châteaux de la noblesse, mais aussi beaucoup de presbytères et de résidences ecclésiastiques. On remarque surtout dans cet intitulé le « même religieuse », arraché de haute lutte tant la rancœur contre le haut clergé est forte. À la Révolution, l'Église est donc nationalisée, à la fois dans ses biens, mais aussi dans sa structure et sa culture. Blasphème, sorcellerie, hérésie disparaissent du code pénal. Autre exemple, autre conséquence, créé en 1539 et administré par l'Église, l'état civil, qui enregistre les naissances, mariages, divorces et décès, est civilisé, dans le sens où il devient neutre et indépendant de toute influence religieuse. Le 21 février 1795, la première séparation de l'Église et de l'État est officiellement proclamée. La Convention nationale, en France, stipule que la République ne salarie aucun culte. L'État ne financera donc plus l'Église, marquant ainsi une première séparation entre les deux. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de législation, décrète notamment que 1. Conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. 2. La République n'en salarie aucun. 3. Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. Et 4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Le texte précise également que tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées et qu'aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Toute la loi de 1905 est déjà là. Un peu plus tard, en 1801, Bonaparte est devenu Napoléon. Il croit en Dieu et se dit catholique pour le bien du pays.
il rétablit le dialogue avec l'Église de Rome en signant un concordat avec le pape Pie VII. Les prêtres sont salariés par l'État et soumis aux autorités françaises. La religion devient un service public qui s'étend au protestantisme, puis au judaïsme. La Restauration rétablit pour un temps le catholicisme comme religion de l'État, et en 1850, la loi Fallou donne à l'Église un droit de direction dans les écoles primaires. C'est un point important parce qu'il concerne l'école. Et le terme de laïcité fait son apparition pour la première fois à ce moment-là, entre 1860 et 1870, sous le Second Empire, dans la seconde moitié d'un siècle marqué par un long combat ayant pour enjeu l'éducation des jeunes Français. On tente de répondre à cette question, qui, du maître non confessionnel, qu'on appelle le laicus, ou de l'ecclésiastique, qu'on appelle le clericus, a la plus grande légitimité pour exercer une action éducative. Avec la Troisième République, ce combat devient celui de l'État, républicain, contre l'Église, catholique, mais toujours avec pour enjeu premier l'occupation du champ de l'éducation scolaire. Les républicains, les radicaux et les laïcs attendent la défaite de l'Empire en 1871 et la proclamation de la République en 1877 pour mettre en place une laïcisation heurtée grâce à l'action de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique. Entre 1881 et 1886, une série de lois rendent l'école publique gratuite et l'instruction obligatoire de 6 à 13 ans. L'Église en est sortie. Ce processus marque une étape importante dans l'établissement de la laïcité en France, en séparant l'Église de l'État dans le domaine de l'éducation. Les lycées et les collèges s'ouvrent aux jeunes filles, le personnel enseignant est laïcisé et l'enseignement religieux exclut des heures de cours. De plus, l'enseignement de la morale civique devient obligatoire. En 1889, l'opinion publique est hantée par la menace d'une guerre avec l'Allemagne et déçue par la médiocrité du régime républicain en place. Mais l'échec du coup d'État de Boulanger en 1889 prouve la solidité des institutions républicaines françaises. Le pape Léon XIII commande alors un rapport sur la situation délicate de l'Église catholique en France. Il publie ensuite l'encyclique « Au milieu des sollicitudes », dans laquelle il appelle les catholiques de France à renoncer à la monarchie et accepter les institutions républicaines françaises pour tenter l'expérience d'une droite catholique conservatrice. C'est ce qu'on appelle le ralliement. Cette politique de rapprochement avec les républicains laïcs suscite une grande espérance dans les milieux ralliés, c'est-à-dire pour les démocrates chrétiens et les catholiques libéraux. Mais elle finit brisée avec l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. On arrive donc à la loi de 1905, censée couronner l'entreprise de laïcisation de l'enseignement public, mais cette fois-ci en débordant le problème de l'enseignement, puisqu'elle tranche finalement les rapports entre l'État, les individus et les cultes. Pour comprendre le contexte dans lequel est arrivée cette loi, il faut garder à l'esprit qu'après l'affaire Dreyfus, le climat reste très conflictuel. La République se sent menacée et le catholicisme, malgré le ralliement, n'a pas désarmé. La recherche de la laïcité intégrale conduit à des mesures toujours plus dures et constitue un engrenage très dangereux. À la fin de 1904, la France est au bord de la guerre civile. C'est une laïcité dynamique et combattante qui s'affirme. Les relations diplomatiques sont rompues avec la Cité du Vatican dès 1904. En 1905, malgré la pugnacité des radicaux, c'est une loi de compromis et de liberté d'exercice des cultes qui sera adoptée sous l'impulsion de Jean Jaurès, dont la formule « La France n'est pas schismatique, elle doit être révolutionnaire » marque la défaite des radicaux les plus déterminés et la victoire d'Aristide Briand et Ferdinand Buisson, les pacificateurs. Le titre 5 de cette loi, moins connu, intitulé « La police des cultes », précise bien la nature exacte de cette loi,
qui est moins un texte de séparation que de libre exercice sous contrôle. Il est inscrit que les réunions pour la célébration d'un culte restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public, et que, si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte, qui s'en sera rendu coupable, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Fin de citation. Voici ce qu'est donc cette laïcité sans adjectif, dont les défenseurs sont des laïcs, et qui est devenue un principe constitutionnel en 1958 dans l'article 1er de la Constitution et en 2013 seulement quand le Conseil constitutionnel donnera à certaines dispositions de la loi de 1905 une valeur constitutionnelle. Il revient à la Constitution du 27 octobre 1946, fondant la 4e République, d'inscrire la laïcité parmi les normes suprêmes de notre système juridique. La loi de 1905, qui est toujours en vigueur et qui a institué la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses, représente un tournant. Elle a été politiquement libérale. Si les religions ne sont plus officielles, les manifestations et le port de signes religieux sont autorisés dans l'espace public, et une pacification s'est progressivement effectuée. Elle a permis l'union sacrée en 1914. Au début du XXe siècle, la question de la séparation de l'Église et de l'État reste au cœur des débats. Les questions juives et musulmanes font l'objet d'évolutions controversées, parfois heureuses, comme l'émancipation sous la Révolution et le Grand Sanhédrin sous Napoléon, mais aussi des moments honteux, comme le statut sous la collaboration pour les Israélites, l'indigénat et l'exploitation. Cependant, en 1921, un accord unanime est trouvé pour créer la Société des Habous et lieu saint de l'islam, également connue sous le nom de Grande Mosquée de Paris. Cet accord est soutenu par une subvention publique et une souscription nationale, sous la conduite du maréchal Lyautey. Le but est de rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Les laïcs de 1905, qui insistent sur la rupture avec les églises, ont fait un effort au nom du sang versé, et grâce à Lyautey, qui souhaitait lui-même établir un califat pro-français, ils ont aidé à la création d'un islam de France et pas seulement en France. Cependant, la décolonisation a poussé à une sous-traitance de l'islam vers les nouveaux États, devenus indépendants dans une communauté qui a peu à peu perdu de sa réalité. La laïcité est-elle une exception française ? Dans les idées reçues sur la laïcité, il y a celle d'y voir une exception française. Reprenons tranquillement et mettons les bons termes. Telle qu'elle s'exprime à travers la loi de 1905, la laïcité suppose une finalité, qui est la liberté de conscience, un principe, l'égalité non discriminatoire, et des moyens, la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses, ainsi que la neutralité arbitrale de la puissance publique. On est d'accord que ça concerne tous les États. Cette analyse permet de rompre avec un essentialisme qui ferait de la France le pays laïque par excellence. D'autant que la France a bien conservé le régime concordataire de l'Alsace-Lorraine, donc elle ne respecte même pas le principe de séparation sur tout son territoire. Le Royaume-Uni, par exemple, fonctionne sur 2 régimes. Il y a la séparation pour le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et la religion établie pour le reste du royaume. Précisons aussi que l'existence formelle de la séparation ne signifie pas forcément l'existence de liberté laïque. Par exemple, sous couvert de laïcité, la France a longtemps refusé le droit de vote aux femmes et a été en retard sur d'autres pays en matière de contraception ou de mariage de personnes de même sexe. Et il existe aussi des pays avec une union dogmatique entre l'État et le religieux, comme hier dans l'Espagne de Franco
et aujourd'hui en Arabie saoudite par exemple. Dans ce contexte, reconnaissons que l'idée de laïcité, telle que nous l'avons définie, peut être comprise partout. En vérité, c'est le philosophe Henri Peña-Ruiz qui, au début des années 2000, est à l'origine de cette vision d'une exception française à propos de la laïcité. Selon lui, la laïcité est un idéal d'émancipation à portée universelle, issu des Lumières françaises et dressé contre les traditions rétrogrades. Peut-être, mais si on replace l'histoire nationale dans une histoire globale et comparée, le régime politique français de laïcité apparaît plutôt comme une des modalités parmi d'autres d'un processus commun fondateur de la modernité européenne. Avant qu'apparaisse en France le concept de laïcité, à la fin du XIXe siècle, un sécularisme s'est progressivement affirmé en Europe. Le sécularisme désigne le type de relation entre État et religion dans le pays de tradition démocratique. La laïcité, qui est un mode de sécularisme, désigne le principe de séparation des églises et de l'État. Comparons donc cette histoire à une échelle plus globale. Les principes des révolutions anglaises, américaines et françaises ont substitué à l'idée de tolérance des minorités religieuses celle d'une liberté religieuse des sujets ou des citoyens, entamant un divorce entre État moderne et religion, plus ou moins brutal selon les contextes nationaux. En France, c'est vrai, les Lumières ont développé une idéologie de la raison, dirigée contre la religion en tant que foi et en tant qu'institution. La religion est devenue symbole d'irrationalité et de soumission. Au contraire, au Royaume-Uni, l'Enlightenment, l'équivalent des Lumières, n'a pas opposé la raison à la foi individuelle. Et l'Aufklärung allemand s'est quant à lui construit au XVIIIe siècle comme théologie laïque protestante, amendant les traditions et théories religieuses sans les rejeter. Au Royaume-Uni et en Allemagne, le processus de sécularisation s'est donc plutôt traduit par un déclin progressif de la domination de la religion, sans conflit manifeste entre pouvoir spirituel et temporel, alors qu'en France, le concept de laïcité a émergé pour briser le monopole de l'Église catholique sur l'État et l'école, dans un processus très conflictuel. La comparaison européenne fait donc apparaître que la laïcité n'est pas une exception française, mais il est vrai que la laïcité française a bien une particularité. C'est que l'expérience historique française n'a pas été celle d'un pluralisme religieux sur une longue durée. La France face au pluralisme. D'abord, parlons des mots. Si on regarde ce qui se fait ailleurs, concernant la gestion de la pluralité culturelle et cultuelle, il faut d'abord remarquer que nous n'avons pas les mêmes mots pour exprimer parfois les mêmes réalités. En France et en français, le mot communauté ou communautarisme est connoté négativement, alors que dans la langue anglaise et dans le contexte britannique, le mot community a une connotation positive et il résume le modèle mis en avant pour gérer la pluralité culturelle dans la société britannique. Du côté belge, le concept de neutralité rencontre ces mêmes enjeux, avec un sens qui se révèle particulièrement sensible au clivage politique. On voit apparaître de nouvelles expressions telles que neutralité inclusive, qui est défendue par une partie de la gauche, et neutralité exclusive, défendue par le centre droit. Pour la gauche, la neutralité renvoie à l'impartialité de l'État, qui ne doit ni favoriser le port de signes convictionnels, ni l'absence de ces signes. Il serait alors possible de porter une croix ou un foulard au travail, y compris dans le service public. C'est dans ce sens que la neutralité est dite inclusive. Alors que pour le centre droit, la neutralité renvoie à l'impartialité des individus qui représentent l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit donc de n'afficher aucun signe d'appartenance philosophique ou religieuse pour ces individus. Concrètement, ça veut dire qu'un agent de l'État doit être neutre, y compris dans son apparence. C'est la neutralité dite exclusive. Mais les partisans de cette neutralité exclusive
s'oppose à l'usage de ces expressions, car la survie du concept de neutralité dépendrait selon eux de son indivisibilité. Elle ne peut donc être ni inclusive ni exclusive. On voit donc naître dans les discours politiques des expressions comme neutralité totale ou neutralité tout court, qui renvoient directement les partisans d'une neutralité inclusive à une posture non neutre. Ce détour est important car les mots montrent bien que le langage n'est pas un système de termes au sens figé, mais plutôt un répertoire mouvant de mots au sens variable qui peuvent servir des causes multiples et dont la plasticité sémantique leur permet de s'adapter à une multitude de contextes. On est d'accord que la nomination et la néologie ne suffisent pas à faire exister une chose, mais elles sont des actes puissants, car elles constituent une tentative de faire exister une réalité pour l'autre. Nommer revient à dire « cette chose existe pour moi » et elle s'appelle ainsi. Au fond, le débat sur les mots est un débat sur un modèle de société. Mais plus fondamental encore, ce sont les spécificités des histoires politiques, institutionnelles et constitutionnelles de chaque pays qui permettent d'éclairer les divergences structurelles qui mènent aux incompréhensions. Par exemple, le Royaume-Uni et la France s'appuient sur des traditions juridiques et politiques bien distinctes. La France est une république une et indivisible, alors que le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. Et cette monarchie parlementaire a progressivement intégré le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, en englobant au sein de l'unité parlementaire britannique des nations différentes. Dès le début de leur incorporation, il a donc été permis à ces nations constitutives de maintenir des particularismes linguistiques, religieux et juridiques. On a donc, au sein de l'entité politique britannique, une pluralité nationale et parlementaire réelle, alors que la France s'est construite en gommant les diversités régionales, autour d'un mouvement centralisateur et unificateur. De même, la relation entre l'État et la religion au Royaume-Uni n'est pas le fruit d'un fort antagonisme comme en France, où la loi de séparation des églises et de l'État a été votée en 1905 dans un climat de guerre civile. Au Royaume-Uni, elle était destinée à poser les bases d'une pacification entre l'État et l'Église catholique. Et d'un point de vue constitutionnel, la différence entre la France et le Royaume-Uni apporte un autre éclairage sur la différence de gestion des croyances et des faits religieux. Au Royaume-Uni, il n'y a pas une seule source de la Constitution, mais un ensemble de textes à valeur constitutionnelle. Et comme elle n'est pas le fruit d'un événement historique, comme c'est le cas en France avec la Révolution et la Constitution qui en découle, la Constitution britannique est plus évolutive et adaptative. Elle s'écrit au gré de l'histoire du pays et des défis auxquels il est confronté. Ainsi, au Royaume-Uni, le chef de l'État est aussi le chef de l'Église établie, mais la liberté religieuse, l'égale citoyenneté et la non-discrimination sont les principes d'un pluralisme religieux reconnu graduellement du Toleration Act en 1698 à l'Equality Act en 2010. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni est un modèle ou qu'on devrait faire pareil. Ce que je veux montrer, c'est que notre fonctionnement politique et nos croyances collectives sont l'héritage d'un passé, d'une histoire, d'une construction. Mais effectivement, si le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Canada ont été confrontés depuis plus longtemps au pluralisme religieux, il peut être intéressant de regarder et comprendre ce qui se fait là-bas. En Allemagne, l'État national s'étant constitué au XIXe siècle à partir de principautés de religions différentes, le pluralisme religieux a été reconnu avant et après la période du Troisième Reich. La loi fondamentale de 1949 garantit, comme en France, les libertés religieuses et la neutralité de l'État, mais ce dernier pratique aussi une forme de reconnaissance légale des communautés religieuses. Le problème de l'islam. Commençons
par un petit détour, mais qui a son importance. Au début du XXe siècle, il y avait plusieurs préoccupations exprimées par les Françaises et les Français à propos de l'immigration polonaise. Il y avait des craintes concernant la criminalité. Certains Français craignaient que l'arrivée de travailleurs étrangers ne crée une concurrence pour les emplois. Et surtout, on craignait l'attachement au catholicisme de ces Polonais, jugés plus fervents et conservateurs. Il était perçu comme un frein à l'intégration. Évidemment, on n'y penserait pas aujourd'hui. Les Polonaises et les Polonais se sont intégrés avec succès dans la société française au fil des années. Et de même qu'on accueille plus volontiers des migrants européens plutôt que des réfugiés non occidentaux, supposant que leur culture est plus proche de la nôtre. Ça fait relativiser, n'est-ce pas? L'enracinement chrétien de la France, reconnu de facto par la loi de séparation de 1905, est une réalité qui s'estompe et perd son sens, alors même que s'impose sur le devant de la scène sociale une religion que certains et certaines jugent invasive. J'ai nommé l'islam. En Occident, la question de la laïcité est donc désormais tout entière portée sur l'islam. En cause, l'idée que l'islam ne serait pas compatible avec cette valeur fondamentale de la République, parce que l'islam serait une religion politique et englobante. On ne va pas parler ici d'intégrisme, mais rappelons-le quand même, l'islam ne se confond pas avec sa dérive islamiste, et seuls quelques individus s'égarent dans le terrorisme djihadiste, en se réclamant d'une religion qui ne mérite sans doute pas une telle dérive. En France, nous voulons une nouvelle laïcité. En 2003, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin commande le rapport Baroin pour une nouvelle laïcité. Dans ce rapport, pour la première fois, on fait référence à l'identité nationale, dans un contexte de problématisation du voile. Depuis, le principe laïque n'est plus invoqué comme une norme régissant les pouvoirs publics, mais comme symbole de la République s'appliquant aux citoyens musulmans eux-mêmes. La laïcité est notre ADN, selon les mots de Manuel Valls, et l'intégration de l'islam serait donc problématique. 3 lieux communs alimentent cette nouvelle laïcité. La religion est une affaire privée, l'égalité homme-femme est une dimension essentielle de la laïcité, et la laïcité est un rempart contre la menace terroriste. Mais cette nouvelle laïcité n'a en fait aucun lien avec le principe laïque, tel qu'il est exprimé par les lois et dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire les lois de Jules Ferry en 1882, la loi de 1905 et le préambule de la Constitution de 1946. Rappelez-vous, dans la loi de 1905, l'État garantit le libre exercice des cultes, et aucun culte ne fait l'objet d'un traitement particulier. La conclusion de ce raisonnement est donc assez peu laïque finalement, puisqu'elle revient à établir une différence entre les religions du point de vue de leur compatibilité avec la démocratie moderne. Mais en fait, pourquoi une telle panique morale en France autour de l'islam? D'une part, parce que la tradition laïque s'est traduite par l'émergence de mouvements qui, soit par anticléricalisme, soit par attachement à une laïcité de tradition catholique, expriment une réticence à la visibilité de l'islam. Et d'autre part, les études postcoloniales interrogent les legs laissés par la colonisation. La guerre d'indépendance de l'Algérie, perdue politiquement plus que militairement, aurait engendré une fracture coloniale ou une guerre des mémoires. En comparaison, l'Allemagne a un passé colonial marginal et la présence de l'islam sur son territoire découle d'une alliance d'abord politique puis économique avec la Turquie. À cela s'ajoute le legs traumatique du national-socialisme, qui a rendu politiquement coûteux les discours identitaires, à la marge des mouvements d'extrême droite. Du côté britannique, la continuité politique et économique entre l'empire colonial et le Commonwealth s'est traduite par une mémoire post-impériale moins conflictuelle à l'égard de l'islam. Ainsi,
en mobilisant cette nouvelle laïcité de façon incantatoire, la France prend le risque de rendre inaudible le principe laïque de 1905, indispensable au respect des libertés fondamentales, et de rendre invisible une fracture coloniale qui polarise déjà le débat public. À l'origine de cette stigmatisation de l'islam, il faut comprendre qu'en France, nous avons cette fausse croyance que la laïcité est une invention chrétienne. Et au regard de l'histoire, cette croyance est un comble, car cette lecture de la formule évangélique dans la perspective d'une distinction des ordres religieux et politiques n'a pas eu cours pendant les 13 ou 14 premiers siècles du christianisme. Rappelons qu'il était parfaitement naturel à Thomas d'Aquin d'affirmer que, dans la loi du Christ, les rois doivent être soumis aux prêtres. Autrement dit, en France, jusqu'à ce que les églises et les États modernes ne deviennent, en Europe, des réalités effectivement de plus en plus autonomes, et que s'affirme la distinction entre religion et politique, personne ne s'était aperçu que cette indépendance et cette distinction étaient inscrites au cœur du christianisme. C'est le philosophe Marcille de Padoue qui va répandre cette croyance que la laïcité est une invention chrétienne. Elle sera reprise ensuite par Luther et les réformateurs, avant de devenir un lieu commun de la pensée chrétienne au XXe siècle. Un jour, racontent les 3 évangiles de Marc, Matthieu et Luc, les ennemis de Jésus lui posèrent une question pour l'obliger à se compromettre. Doit-on payer le tribut demandé par Rome, la puissance occupante ? Si Jésus répondait oui, il se discréditait auprès du peuple qui voyait en lui un libérateur. Et s'il répondait non, il s'exposait à une condamnation imminente par les autorités. Il a donc plutôt renvoyé une autre question à ses questionneurs. « Apportez-moi une pièce d'argent. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César. » Et Jésus de rétorquer « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce qui laissa ses interlocuteurs dans un grand étonnement. Mais alors, Jésus a-t-il distingué les ordres ? À César le politique, à Dieu le religieux ? En fait, pas nécessairement. D'abord, les spécialistes se disputent quant à la signification exacte des paroles de Jésus. On ne sait pas si Jésus incite à payer le tribut ou non, et ne dit rien du contenu de ce qu'il faut rendre. En plus, Jésus s'adresse à ses ennemis et non à ses disciples. En leur demandant de produire une pièce, un denier romain, Jésus les accuse d'avoir transgressé un double interdit judaïque, celui de la représentation et celui d'adorer un faux Dieu. Et puis, en toute logique, à la question de savoir ce qui appartient à Dieu, il n'y a qu'une seule réponse dans la Bible, la terre et ses richesses. D'où le beau commentaire de Dorothy Day à ce sujet. Si vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu, il ne reste rien à César. Le texte évangélique ne présente donc pas du tout une formule de séparation entre le politique et le religieux, et il n'est même compréhensible qu'à supposer la distinction qu'il est censé fonder, c'est-à-dire la rivalité entre Dieu et César. C'est donc une lecture anachronique, qui projette sur le monde ancien des catégories qui relèvent de la modernité, et à l'intérieur du christianisme, des distinctions qui lui sont extérieures et résultent plutôt de son affaiblissement et de l'émancipation des États modernes par rapport aux églises. Par contre, ce que Jésus nous dit, c'est que le christianisme est une religion politique. Jésus nous dit que le politique n'est jamais purement politique, mais demande une adhésion d'un ordre que nous appellerions religieux, c'est-à-dire qui ne relève pas seulement du consentement rationnel et de l'organisation des choses. Dans le simple usage de l'argent, par exemple, il y a toujours plus qu'un impératif utilitaire. Nous croyons nous en servir, et le plus souvent, c'est nous qui le servons, et ainsi nous le transformons en idole ou fétiche. Le christianisme est donc présenté d'emblée comme un mouvement non seulement religieux, mais politique, promettant d'expulser le prince de ce monde et disputant à César des sujets qu'il tenait par l'argent et la force. Mais dire que le christianisme est une religion politique, comme on le dit de l'islam,
ne signifie pas qu'ils doivent revendiquer le pouvoir étatique ou militer pour un retour à l'intrication médiévale entre l'Église et la force coercitive. Jésus ne veut pas être César à la place de César, quoique les églises, elles, aient souvent eu ou ont souvent cette tentation. À la politique de César, le christianisme oppose non pas une autre politique, mais une autre manière d'imaginer la politique. Il ne s'agit pas de combattre César avec ses armes et d'être plus fort, plus riche ou plus attractif. Mais qu'en est-il du côté du monde arabe ? Est-ce qu'une laïcité est possible dans le monde arabe ? Le débat sur la laïcité a commencé dans les sociétés islamiques depuis la fin du XIXe siècle, et il a pris des dimensions plus importantes en 1924, après l'abolition du système de califat avec Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, mettant ainsi fin au règne du dernier calife, Abdülmecid II. La laïcité dans le champ islamique fait face à des attaques de toutes parts, et pour une raison principale, c'est qu'elle est au cœur d'un conflit idéologique opposant les traditionalistes conservateurs et partisans de l'islam politique aux modernistes, dont un grand nombre de laïcs qui ne sont pas eux-mêmes très clairs quant à leur conception de la laïcité. Pour les adversaires de la laïcité, particulièrement dans les rangs de l'islam politique, la laïcité serait une négation de toutes les religions, un rejet de toute forme de religiosité et un combat à mort contre tout ordre religieux. On met donc en avant l'identité religieuse, les spécificités culturelles et historiques des sociétés musulmanes, et surtout le fait que l'islam est une religion qui engloberait, plus que tout autre, tous les aspects de la vie dans une société musulmane, y compris bien évidemment le politique. Ce discours ne cesse de répéter que la laïcité est occidentale, qu'elle est établie pour les sociétés occidentales et qu'elle ne peut pas être appliquée dans les pays islamiques. Ce qui est drôle, ou plutôt ce qui est frappant, c'est qu'on voit que la conception à la base de l'opposition idéologique adoptée par les partisans de l'islam politique rejoint la mauvaise conception de nombreux laïcs en Orient et en Occident, pour qui la laïcité serait une idéologie anti-religieuse, voire une forme d'athéisme d'État. Mais cette détermination conduit à momifier le concept de la laïcité et crée un obstacle devant la possibilité de le comprendre dans son historicité et son développement, et donc la possibilité de le conjuguer avec les spécificités culturelles et des identités différentes. Peut-on dire qu'il y a une exception islamique ? Ce point de vue des partisans de l'islam politique qu'on vient de voir a entraîné nombre de chercheurs laïcs appartenant au champ islamique, comme Ahmadi Redissi, à parler d'une exception islamique. Il s'agit là d'un point de convergence fondamental entre les opposants à la laïcité et les laïcs. Il est vrai que quelques penseurs de la Renaissance arabe au XIXe siècle, essentiellement Mohamed Abdou, ont établi dans leurs écrits politiques une distinction entre l'islam et le christianisme, en insistant sur le motif que l'islam est din wa dunya, c'est-à-dire religion et monde, voire même din wa dawla, c'est-à-dire religion et État. Cette polémique s'est amplifiée avec l'émergence de l'islam politique, qui représente une réaction à l'émergence d'une société démocratique, ou du moins d'un esprit réformateur libéral qui a commencé à se développer dans certaines sociétés musulmanes. C'est parfaitement comparable au christianisme politique en Europe, qui a émergé en réaction aux théories ayant provoqué la rupture avec les anciennes perceptions relatives notamment à la légitimité politique. Ladite rupture insiste sur le fait qu'aucun pouvoir n'est sacré et que la légitimité est liée à la volonté du peuple et aux intérêts des citoyens. Une telle mutation est loin d'être une spécificité occidentale, mais les partisans de l'islam politique et, paradoxalement, les laïcs dans les sociétés musulmanes ne cessent de répéter que c'est là une des caractéristiques de l'Occident pour justifier leur thèse d'une exception islamique. En définitive,
et malheureusement, les partisans de l'islam politique et les laïcs, qu'ils utilisent le concept d'exception islamique ou non, reprennent, consciemment ou à leur insu, les mêmes attitudes idéologiques du colonialisme, des théories du choc des civilisations, ou même de l'islamophobie. On a vu les difficultés, voyons les propositions. Pour une laïcité orientale et personnaliste dans le monde arabe. Depuis l'invasion de l'Irak en 2003 et jusqu'à l'avènement des printemps arabes à partir de 2010, les répercussions semblent dépasser le cadre local et régional pour acquérir une ampleur mondiale. Il s'agit d'une destruction massive de ce qu'on appelle l'ancien régime arabe. Le projet de l'islam politique, représenté par le mouvement des frères musulmans, s'est trouvé lui aussi dans l'impasse en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Syrie et en Libye. En d'autres termes, l'islam n'est plus perçu comme la solution. Pour beaucoup d'intellectuels et d'observateurs de langue arabe, il est temps d'entreprendre une nouvelle renaissance. Mais sur quoi fonder un projet de civilisation dans ses dimensions politiques, sociales, économiques et culturelles qui soit compatible avec les aspirations et les besoins des populations arabes? La réponse semble se dessiner progressivement. Une forme de laïcité qui soit compatible avec la réalité des sociétés orientales de langue arabe. Cette idée philosophique et politique n'est pas si récente. En 1861, un homme de lettres, le maître Boutros al-Bostani, exprimait déjà dans sa revue La trompette de la Syrie la nécessité de séparer politique et religion. Les événements qui ont frappé le monde arabe depuis 2010 font réémerger des questions que les sociétés arabes avaient cessé de se poser durant l'époque de l'Ancien Régime, représentées par des gouverneurs totalitaires qui se déclaraient arabistes. Mais un problème persiste. La liberté de conscience et de conviction est-elle envisageable hors d'un système de vie où l'on sépare État et religion, temporelle et spirituelle? Depuis 1970, le philosophe libanais Nassif Nassar promeut la laïcité comme réponse à la crise des sociétés de langue arabe, d'où son appel à la construction d'une nouvelle société qu'il qualifie de société laïque scientifique, basée sur le rationalisme et la science. C'est dans cette société laïque scientifique que l'on peut supprimer le confessionnalisme politique et assurer la survie des communautés religieuses ainsi que les libertés des individus. De même, le philosophe Mouchir Bassilaoun se situe dans la lignée de Boustani et Nassar en proposant une laïcité douce, comme solution non seulement pour la confrontation entre islam et christianisme, mais aussi comme réponse à la crise de la liberté dans l'islam. Avec cette laïcité douce, reconnaissante et dialogale, la liberté deviendra cette qualité appartenant intrinsèquement à l'essence humaine. C'est dans le cadre de cette laïcité douce que l'homme pourrait retrouver sa liberté et recouvrer son individualité et sa dignité. Quant aux traits principaux de cette laïcité douce, il s'agit d'une laïcité qui distingue et non pas qui sépare entre la religion et l'État. Précisons aussi que cette laïcité trouve son assise idéologique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a la tâche de rétablir la dignité de l'individu en Orient. Elle garantit la liberté de conscience qui permet à tout individu d'exprimer ses expériences, ses convictions et ses perceptions. Et enfin, elle établit la neutralité objective de l'État à l'égard de toutes les religions existant sur son territoire. Mais pour l'heure, cette laïcité reste inconcevable dans un système de pensée arabe où on n'accorde pas aux gens le droit à une individualité totale et indépendante. C'est maintenant qu'on parle du personnalisme oriental. Parce que dans cet espace arabe, on se réfère toujours du sujet à une religion, une communauté confessionnelle, une famille ou une tribu. Une tension persiste entre le statut d'individu et le statut de sujet appartenant à une communauté. Des intellectuels libanais, comme René Habachi,
ont essayé de trouver une solution à cette tension en s'inspirant de la philosophie personnaliste élaborée par le philosophe catholique français Emmanuel Mounier. Ceux-ci ont tenté depuis les années 60 d'élaborer un personnalisme oriental qui promeut la réconciliation entre individus, autrui, représenté par la dimension communautaire, et l'au-delà, à savoir la dimension spirituelle. Concluons en disant que dans cette période où l'Orient est en pleine mutation, une laïcité de chez les orientaux, basée sur la notion de la personne, où coexistent l'individu, la communauté et le spirituel, pourrait effectivement présenter une proposition de solution. À elles et eux de la définir. Puisqu'on parle de laïcité et la stigmatisation de l'islam, je voudrais aborder un dernier point, celui de la frontière entre la laïcité et l'islamophobie, et le brouillage des nouvelles catégories racistes. Revenons en France. Ces polémiques à répétition autour de l'islam, qui virent à la stigmatisation, invitent à nous interroger sur l'évolution de la perception qu'une société a du racisme. Quand on observe la circulation du terme islamophobie au fil du temps, on constate un glissement de sens allant d'un préjugé religieux non condamnable à un nouveau racisme. Le terme islamophobie émerge entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle et dispose de deux acceptions. Un traitement différencié des musulmans dans l'administration coloniale française en Afrique orientale et un préjugé contre l'islam. Pourtant, il n'est mis que très progressivement en circulation dans le débat public, grâce au milieu britannique antiraciste, politique et académique dans les années 90, avant d'être complètement popularisé à la suite des attentats du 11 septembre 2001. D'abord entendu comme une intolérance vis-à-vis de l'islam, le terme devient progressivement une manifestation implicite du racisme, avant d'être considéré comme un racisme à part entière au début des années 2010. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent pour dire que l'islamophobie est une idéologie semblable au racisme. Mais ce rapprochement des termes islamophobie et racisme n'empêche pourtant pas l'ambiguïté du terme. L'islamophobie renvoie aussi bien à un racisme, une peur de l'islam, et une forme de violence à l'encontre d'une personne musulmane ou supposée telle. La polysémie du concept engendre des débats, voire des divisions dans les milieux antiracistes, entre une branche plus universaliste et une autre plus favorable à la particularisation des racismes. L'une perçoit dans le terme une tentative d'empêcher la critique du religieux, et l'autre branche, plus particulariste, est plus encline à l'usage du terme. La question structurante de ces discussions est toujours de situer la frontière entre la critique du religieux et la haine des personnes. Le terme islamophobie oblige donc les acteurs hommes-femmes à des explications constantes, dans lesquelles ils précisent que la phobie de l'islam ne peut être condamnable que lorsqu'elle induit des actes de discrimination à l'encontre des personnes. Il existe pourtant des tentatives de dénomination alternative, comme racisme anti-musulman, mais qui ne parviennent jamais à s'installer durablement dans le débat public. Le terme antisémitisme pourrait suggérer un débat similaire, mais pourtant il est absent des discours, témoignant par là d'un terme moins problématisé et dont le sens semble déjà plus intériorisé. Ce travail de cadrage peut également se comprendre par la plasticité des phénomènes sociaux accolés au terme islamophobie. Les controverses sur l'interdiction du port du voile en milieu scolaire ou professionnel, ou sur l'interdiction de l'abattage rituel, sont représentatives de cette réalité malléable. En étant tantôt exclues, tantôt incluses du champ de l'islamophobie, elles participent à brouiller les frontières du phénomène et à renforcer la nature polémique du terme. Si l'accusation d'islamophobie gagne en légitimité jusqu'à permettre parfois une modification des règlements d'ordre intérieur et des actions en justice, c'est parce que le concept a fait l'objet d'un cadrage de la part des différents acteurs sur le temps long.
En étant progressivement assimilée au racisme dans les discours de l'antiracisme, la notion d'islamophobie s'est appuyée sur un concept à la fois sémantiquement plus stable dans l'imaginaire collectif, plus chargé historiquement et plus solide juridiquement. Mais ce que ces récentes polémiques montrent surtout, c'est que nos représentations du racisme sont en train de changer. Si la dénomination islamophobie oriente déjà le débat vers un enjeu religieux en raison de son étymologie, elle a avant tout brouillé les catégories du racisme ordinaire en s'appliquant à des mesures de restriction de la visibilité religieuse. L'assimilation islamophobie-racisme évacue alors progressivement du débat la question des motivations de ces mesures de restriction qui deviennent, a priori, considérées comme racistes. En définitive, les passions se déchaînent souvent sur ce concept, parfois moins en raison de son instabilité sémantique que de la nouvelle conception du racisme qu'il induit, et qui met sous pression nos sociétés sécularisées. La laïcité à l'école. On a dit que la construction de la laïcité s'est conduite en France sur le terrain de l'école. Voici quelques exemples pour montrer que la notion de laïcité a toujours trait à l'éducation. Ce phénomène de violence dirigée contre les professeurs en France n'est pas une exception. Un peu partout dans le monde, les enseignants, hommes-femmes, sont victimes de mises en cause physiques ou morales. Par exemple, il est toujours très difficile de parler de Darwin et des théories de l'évolution aux États-Unis. Il est presque impossible de sortir d'une école coranique dans de nombreuses régions au Pakistan. Et on assassine les enseignants ou les élèves, notamment les jeunes filles, qui osent enseigner ou venir à l'école en Afghanistan. Au Nigeria ou au nord du Cameroun, l'organisation Boko Haram, qui s'appelle en réalité Boko Haram, ce qui signifie les livres sont impurs, se donne pour mission fondatrice de lutter contre l'école publique sécularisée. En France, les problèmes viendraient de la volonté de certains d'afficher leur appartenance religieuse au sein de l'école publique. Comme au siècle précédent, l'école redevient donc un champ de bataille entre celles et ceux, pour l'essentiel des parents de confession musulmane, qui pensent que le libre exercice de leur culte comprend le libre affichage de la religion familiale au sein même de l'espace scolaire. Et celles et ceux, pour l'essentiel des enseignants, des parents d'élèves libres d'attaches religieuses et une grande partie de la population française, qui pensent qu'une école accueillant tous les enfants ne doit pas tolérer de tels signes. À leurs yeux, en distinguant, ou plutôt en marquant, certains élèves, ces signes sont à la fois des facteurs de division et des instruments de prosélytisme. En France, le monde scolaire a affronté 3 grandes secousses, sous la forme de 3 affaires des foulards. La première, en 1989, débouchera sur un avis du Conseil d'État estimant que s'il n'est pas ostentatoire et revendicatif, le port de signes religieux à l'école n'est pas, par lui-même, incompatible avec la laïcité. La deuxième, en 1994, aboutit sur la circulaire Bayrou, qui proscrit les signes religieux ostentatoires. Et la troisième, en 2003, aboutit sur la loi du 15 mars 2004, qui, en application du principe de laïcité, interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Dans les 3 cas, la leçon est la même. On peut montrer, mais pas trop. Il faut rester raisonnable. Ça fait donc au moins 35 ans que les contestations du principe de laïcité à l'école sont régulièrement l'objet d'une inquiétude publique. Or, la permanence même du phénomène, son retour périodique sur le devant de la scène politique et médiatique, n'est pas sans poser à la notion même d'atteinte à la laïcité un certain nombre de problèmes. Depuis le temps qu'il dure et qu'il est dénoncé, les progrès ne sont pas vraiment apparents. En termes d'atteinte à la laïcité, voyons ce que disent les chiffres. Une enquête commandée à l'IFOP par la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo, publiée en janvier 2021, suite à l'attentat contre Samuel Paty et portant sur les contestations de la laïcité et les formes de séparatisme religieux à l'école, donnait déjà des résultats inquiétants.
près d'un enseignant sur deux, 49%, affirme avoir été contesté dans son enseignement sur des questions religieuses. 80% des professeurs déclarent avoir été confrontés au moins une fois au cours de leur carrière à une revendication liée à des croyances religieuses, comme une dispense de cours, des menus spéciaux à la cantine, etc. 25% des enseignants donnent tort à Samuel Paty d'avoir fait son cours sur la liberté d'expression à partir des caricatures de Mahomet. Le 9 novembre 2022, la publication d'une circulaire ministérielle détaille les réponses que les enseignements scolaires doivent donner à ces atteintes. Elle prévoit une gradation des réponses. Ça va du dialogue avec l'élève, première étape obligée, jusqu'à l'exclusion, les conseils de discipline pouvant être délocalisés lorsque la situation est jugée sensible. Maintenant, voyons une autre enquête, réalisée un an plus tôt, en janvier 2020. Par le CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires. Elle avait pour intitulé « Laïcité et religion au sein de l'école, une évaluation des attitudes civiques des collégiens et des lycéens ». Elle a été menée auprès de 1600 élèves de 3e et de terminale, de 500 enseignants et de 350 chefs d'établissement. Elle montre à peu près exactement le contraire de ce dont celle de la Fondation Jean Jaurès s'est émue. Elle montre d'abord qu'au sein de l'école, les élèves, et encore plus les personnels d'éducation, adhèrent très largement au principe de laïcité. 90% des collégiens et 91% des lycéens considèrent que la tolérance entre eux est importante ou très importante, y compris à l'égard d'élèves d'une autre religion. 91% des élèves, en classe de 3e et terminale confondues, considèrent que les enseignants les respectent quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions. Enfin, très peu de chefs d'établissement, 2% au collège et moins de 1% au lycée, déclarent rencontrer des problèmes importants de remise en cause des enseignements ou de refus des élèves de participer, pour motifs religieux, à certaines activités scolaires. De sorte, conclut le rapport du CNESCO, que les élèves français témoignent d'une adhésion au principe de laïcité nettement supérieure à leurs condisciples européens. En septembre 2022, 313 cas d'atteinte à la laïcité sont recensés. En octobre 2022, un mois plus tard, nous en sommes à 720 signalements. C'est évidemment beaucoup plus que les 313 recensés en septembre. Mais il faut, clairement relativiser ces données. D'abord, parce que par rapport aux 60 000 établissements, écoles, collèges et lycées existants en France, la proportion reste très faible. Aussi, cette augmentation témoigne-t-elle d'une progression objective du nombre de cas d'atteinte au principe de laïcité, ou bien d'une moindre réserve de la part des établissements à les signaler? Ou encore, convient-il d'isoler les comportements identifiés comme atteinte au principe de laïcité d'autres manifestations de contestation en général d'un ordre scolaire, qu'un certain nombre d'élèves semblent avoir de plus en plus de difficultés à intégrer? Il serait aussi intéressant de savoir quels sont les contextes scolaires spécifiques dans lesquels ces contestations s'observent. Tous les établissements, y compris dans les zones sensibles, n'y sont pas également exposés. Ça permettrait de construire des représentations du réel beaucoup plus fines que celles proposées à l'opinion publique par un certain discours médiatico-politique et qui peuvent conduire à des dramatisations excessives. Les contestations de la laïcité existent indéniablement, et l'enquête de la Fondation Jean Jaurès n'est pas invalidée par celle du CNESCO. Mais disons qu'elle tempère sérieusement l'impression désastreuse laissée par celle-là, et elle invite à la prudence quant aux conclusions qu'on peut en tirer. Sans y être sourd, il faut mettre à distance le refrain angoissé qui, des territoires perdus de la République à l'enquête de la Fondation Jean Jaurès de 2002 à 2021, nous est chanté sans cesse. Gardons-nous de cette panique morale que la question laïque semble si souvent provoquer. Le concept de panique morale, d'ailleurs, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, a été forgé par le sociologue anglais Stanley Cohen. Il désigne une surréaction devant une condition, un événement, une personne ou un groupe de personnes désigné comme une menace pour les valeurs et les intérêts d'une société.
La définition colle donc assez bien à l'émoi que provoque régulièrement le sentiment d'une laïcité menacée. S'agit-il d'un problème politique ou pédagogique ? La question se pose de savoir si les atteintes à la laïcité repérées ont toutes, et de façon univoque, une signification politique. On peut considérer que le problème a aussi une dimension éducative, appelant la mise en place de dispositifs pédagogiques pour rendre ces atteintes moins fréquentes. De quelle façon les élèves peuvent-ils s'approprier les règles de l'institution scolaire et éprouver la valeur des valeurs qu'elle se donne pour mission de transmettre ? Allons même un peu plus loin. Si l'école doit être un sanctuaire, à l'abri de ce que Pascal appelait le tumulte du monde, n'est-ce pas aussi au sens où les élèves y sont protégés de leurs propres errements, fussent-ils anti-laïques, c'est-à-dire au sens où on peut espérer d'une éducation une aptitude à les en délivrer. Dès lors, ne faut-il pas interroger de façon critique non seulement le sens de l'expression « atteinte à la laïcité », mais aussi la pertinence d'une réponse à ces atteintes en termes de signalement, c'est-à-dire une réponse plus administrative que pédagogique. Ces questions ne doivent pas se comprendre comme la dénégation d'un phénomène qui affecte profondément la vie des établissements où il se produit. Elles visent simplement à interroger son univocité, en formulant des hypothèses à propos des atteintes à la laïcité que connaît aujourd'hui l'école. Remarquons que leur caractère massif et croissant n'est pas une évidence. Leur donner systématiquement une signification politique relève peut-être d'une interprétation réductrice préjudiciable à la compréhension fine du phénomène. Et enfin, les solutions qu'elles appellent ne sont pas toujours et nécessairement des solutions administratives et disciplinaires, sans que jamais la question ne soit posée de savoir comment une communauté éducative aborde pédagogiquement ces problèmes. Pour finir, invoquons Rousseau, auteur de l'Auguste Contrat social. Comme le rappelle la Constitution de 1958, la France est une république laïque, fondée sur une séparation de l'État et des Églises, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause, car cela serait toucher au pacte fondateur de la République lui-même. Mais précisément, ne pourrait-on toucher à ce pacte, ou bien cette charte de l'école laïque ? D'un côté, ce pacte fondateur est le socle inaliénable de notre État républicain. Toute personne acceptant d'être citoyen ou citoyenne de cet État, avec toutes les protections dues aux citoyens ou aux citoyennes, et les droits qui lui sont octroyés, accepte en même temps d'en être un sujet, avec tous les devoirs que cela comporte. C'est pourquoi celles ou ceux qui s'en prennent à l'existence même de cet État et entreprennent de massacrer des citoyens au seul motif qu'ils sont citoyens de cet État, et qui s'opposent ainsi en opposition au pacte social fondateur, ne sont plus, comme l'écrit Rousseau, que des étrangers parmi les citoyens, en s'étant en quelque sorte autodéchus de la nationalité honnie. Mais d'un autre côté, le pacte social a pour particularité de ne jamais avoir été concrètement approuvé et signé par l'ensemble des citoyennes et des citoyens vivants. C'est que, comme l'écrit Rousseau, quand l'État est constitué, le consentement est dans la résidence. Toutes celles et ceux qui habitent le territoire et revendiquent les droits du citoyen se soumettent de facto à la souveraineté et acceptent d'être sujets avec tous les devoirs inhérents, dont celui d'admettre sans discussion le principe de laïcité et la primauté de la loi républicaine sur toute conviction d'ordre religieux. Mais en dernière analyse, s'agissant des comportements et des actes, c'est bien à la loi républicaine qu'il appartient d'avoir le dernier mot. Pourquoi vouloir que cela soit admis sans discussion ? Tout le mal ne vient-il pas de là, du fait que l'on impose, par injonction, un contrat qui n'a jamais été explicitement et clairement discuté ? Le dépassement de cette aporie pourrait passer par la mise en œuvre d'une mesure concrète. Il s'agirait d'ouvrir des espaces de discussion et de réflexion, permettant précisément de comprendre la nécessité du contrat laïque, mais en transformant une acceptation imposée, implicite et tacite,
en une acceptation consentie, explicite et éclairée. Par exemple, à l'école, dans le cadre d'un cours d'éducation civique, ouvrant sur la compréhension de l'idéal laïque et l'appropriation d'une charte de la laïcité. Ou encore, soit pour les nouveaux arrivants et migrants hommes-femmes, soit pour les enfants bénéficiant du droit du sol, lors de ce qu'on pourrait désigner comme des ateliers d'accession à la citoyenneté. Le travail sur soi accompli dans ces ateliers permettrait, en particulier, de dépasser les inconvénients actuels d'un droit du sol sans doute politiquement juste, mais anthropologiquement ravageur, comme le formule Guy Berger, car paradoxalement, en accordant automatiquement la citoyenneté, il obture l'accès à la pensée de l'origine. Notre analyse nous conduit alors, in fine, à affirmer avec ce même Guy Berger la nécessité éducative d'aider tous les enfants, en particulier ceux qui sont issus des mondes colonisés, à penser, et donc à construire, leur rapport à l'origine, à l'intérieur de la citoyenneté française. C'est ainsi qu'on pourrait peut-être créer les conditions d'une véritable adhésion à l'idéal républicain. Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!